On a un certain nombre de grèves très spectaculaires qui durent plusieurs mois. En 1932, il y a une grève à Fougères qui dure 9 mois. C'est énorme. Évidemment, ces mouvements qui s'étirent gagnent en visibilité. Parce que, en outre, et spécialement avec 1936, on a un essor de l'occupation d'usines. Occupation d'usines en 1936, qu'on va retrouver ensuite en 1968, qui a un caractère de masse. On est là dans des phénomènes très spectaculaires qui font que le pays s'arrête. Quand les ouvriers s'arrêtent, le pays s'arrête. On va remonter un peu dans le temps, vu qu'on est parti tout de suite sur les années 70-80. Au XXe siècle, comment évoluent les répertoires d'action de la classe ouvrière à travers la lutte? Michel Perrault dit qu'à partir de 1880, on a la multiplication des grandes grèves, donc après on a avant la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, évidemment pendant le Front populaire. Mais est-ce que le XXe siècle est le siècle des grèves ouvrières, ou est-ce que ce serait réducteur de dire que la contestation passe que par ces formes d'action? Comment s'organise? Est-ce qu'il y a une pluralité évidemment de manières de lutter? Ou est-ce que c'est la grande grève qui prend le plus de place au XXe siècle, notamment dans le début du XXe siècle? Ouais, donc, la question est assez compliquée. Alors, moi, j'aurais tendance à considérer que on va avoir un mouvement de grève sous la forme d'une espèce de parabole. C'est-à-dire que Michel Perrault, dans sa thèse, montre le développement de la grève qui devient un phénomène social de plus en plus massif. Bon. Ce mouvement, donc la thèse de Michel Perrault s'arrête en 1890, mais ce mouvement-là se prolonge et la durée de la grève ne cesse de s'allonger jusqu'aux années 30. Bon. On a donc des grèves de plus en plus spectaculaires en quelque sorte. Dans les années 20 jusqu'en 1935, la grève dure en moyenne 19 jours, la grève ouvrière. Donc c'est quand même des mouvements qui marquent par leur durée. Et on a un certain nombre de grèves très spectaculaires qui durent plusieurs mois. En 1932, il y a une grève à Fougères qui dure 9 mois. C'est énorme. Bon, toute la ville, pendant 9 mois, est marquée par une grève. Bon. Évidemment, ces mouvements qui s'étirent gagnent en visibilité. Gagnent en visibilité parce que, en outre, et spécialement avec 1936, on a un essor de l'occupation d'usines. Bon. Occupation d'usines en 1936, qu'on va retrouver ensuite en 1968, qui a un caractère de masse. Bon. Donc, on est là dans des phénomènes très spectaculaires qui font que le pays s'arrête. Le pays s'arrête. Quand les ouvriers s'arrêtent, le pays s'arrête. On le voit en 1936, on le voit en 1968. Bon. Et ça participe de cette centralité ouvrière dont je parlais à l'instant. Okay. Bon. Donc, on est là dans des phénomènes importants, massifs, et de plus en plus de salariés ouvriers font grève. 68, c'est la plus grande grève de l'histoire du pays. Bon. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, ces grèves, spécialement avec occupation, s'accompagnent de toute une série d'illégalismes. On pourrait faire une histoire comme ça, en regardant un certain nombre d'illégalismes. Un truc qui m'amusait beaucoup quand je faisais ma thèse, c'était les séquestrations, par exemple. Bon. Avec des retours de ces séquestrations périodiques jusqu'à une période très récente. Bon. Alors, ce qui fait que, à mes yeux, en tout cas, le discours, enfin, la thèse de Charles Tilly sur le déclin de la grève volante méritait d'être un peu nuancée, parce qu'en fait, quand on regarde dans le détail,
moi, je pense plutôt qu'on est on a un déclin, oui, de la grève violente, mais en même temps, on a un certain nombre de moments, d'épisodes, dans lesquels, au contraire, cette radicalité monte brusquement. Bon. Mais c'est pas le moment de parler de tout ça. Donc, on a ce phénomène-là. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que y a une autre manière de lutter, dont on ne parle pas beaucoup, et que moi, j'ai pas assez travaillé, mais ça fait partie des immenses lacunes de mon travail, c'est la question de la négociation. C'est-à-dire que y a toute une série de manières d'obtenir du patron un certain nombre d'avantages qui passent par la négociation, la signature de contrats collectifs, etc. etc. Bon. Phénomène non spectaculaire, mais très important. On pourrait, mais bon, moi je ne l'ai pas fait, hein, mais voilà, on pourrait aussi écrire une autre histoire des conquêtes salariales qui se font par ce biais-là, par cet outil-là. Bon, voilà. Comment ça se fait, si je peux vous interrompre, comment ça se fait qu'il y a peut-être un biais qui est pris pas par les historiens, mais en tout cas par vous, qui vont aller vers des formes plus spectaculaires d'action et qui délaissent, entre guillemets, les formes plus consensuelles, entre guillemets, de négociation pour aboutir à des acquis sociaux, à des évolutions sur le lieu de travail. Et vous m'incitez à une autocritique douloureuse. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses qui n'ont... Enfin, c'est moins spectaculaire. Bon. Les sources sont plus arides. Et ensuite, je faisais avec ce que j'avais quand j'ai commencé ma thèse. C'est-à-dire que pour la période qui m'intéressait, c'est un problème, si vous voulez. Mais j'ai commencé à travailler sur 68 en 95. Donc, c'était il y a 25 ans, 26 même. Et évidemment, il n'y avait pas toute une série de travaux. Et moi, si vous voulez, mon propos, quand je commence ma thèse, c'est de restituer, alors ça paraît maintenant vraiment antédéluvien, mais enfin, mon propos, c'est de restituer la dimension ouvrière de 68 et de montrer que c'est pas un feu de paille, mais qu'on a dans une phase décennale de contestation. Bon. Au départ, ma thèse, c'est ça. Alors, aujourd'hui, ça paraît une évidence, si vous voulez, mais quand je la commence, enfin, voilà, 68, c'est les étudiants. Bon, donc, voilà, et donc, ce qui m'intéresse... Bon, et puis voilà, enfin, j'ai commencé ma thèse, voilà, j'avais 24 ans, c'était plus la conflit que la négociation qui m'intéressait. Voilà, donc il y a aussi, évidemment, au départ, une fascination politique. Bon. Alors, un point que je voulais dire, parce que après je vais l'oublier, c'est que précisément, je reviens à votre question sur le XXe siècle comme siècle des grèves. Justement, je pense qu'en fait, non. C'est-à-dire que mon hypothèse, c'est que quelque chose bascule autour de 68, justement. Si on s'intéresse aux ouvriers. Précisément parce que 68 est un mouvement de masse, c'est la plus grande grève de France, mais les ouvriers n'en ont plus l'initiative. C'est les étudiants. Et donc, si on raisonne sur un siècle et demi, on est dans un point de bascule. On peut dire, en gros, hein, parce que voilà, 1830, 1848, 1871, les grèves après la Première Guerre mondiale, 36, etc., à chaque fois, c'est le petit peuple urbain et ensuite les ouvriers qui sont à l'initiative de ces mouvements. 68, non. Et donc là, en termes de... à l'échelle macro-historique, il y a un relais qui est pris. Voilà. Et qui continue, en fait. C'est-à-dire que les mouvements sociaux qui continuent ensuite, ce n'est plus la classe ouvrière traditionnelle qui en est à l'initiative. Évidemment qu'il y a des ouvriers, hein. Bon, mais voilà. 95, c'est une configuration un peu particulière. Voilà. Donc, et donc, si vous voulez, par rapport à votre siècle des grèves, si on devait faire un siècle des grèves,
faudrait faire un gros siècle qui commence dans les années 1830. Et ensuite, 68, c'est un étrange apogée, quoi. Voilà. Ça me renvoie à la question suivante. Vous avez écrit un livre qui s'appelle L'insubordination ouvrière des années 68. Ça va être deux questions assez simples. Qu'est-ce que vous entendez par insubordination ouvrière spécifique à cette période-là? Et puis pourquoi parler des années 68 qui, pour certaines personnes, ça pourrait être une notion qui est assez vague. Vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? L'insubordination ouvrière des années 68. Ouais. Alors, je vais commencer par les années 68. En fait, quand on fait une thèse, on l'a fait avec des gens, des collègues. Moi, j'avais une directrice de thèse, Michel Zancarini-Fournel, et Michel, avec d'autres collègues, Robert Franck, Marie-Françoise Lévy et Geneviève Dreyfus-Armand, avait créé juste avant un séminaire qui portait sur les années 68, justement. Donc l'hypothèse, c'est que le mouvement de 68 s'inscrit dans une phase décennale. C'est le pivot d'une phase décennale de contestation des années 60 et des années 70. Bon. Avec l'idée que quelque chose bon, évidemment 68, le printemps 68 est central dans ce moment, mais que c'est central, mais ça ne dit pas la totalité de la séquence, justement. Et donc, dans ce cadre-là, dans cette hypothèse des années 68, qui est une hypothèse qu'aujourd'hui tout le monde valide, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est ça, enfin, dans le champ historien, bon, ce qui est dans les champs sociaux, même en sciences politiques, maintenant, tout ça est admis. Bon. Mais au départ, ça n'avait rien d'évident. Donc, on est parti de cette idée, qui est une idée que je trouve forte et que, enfin, toute une série de travaux ont désormais validé. Les évolutions, les contestations, parce que voilà, c'est des contestations quand même, massivement, se développent dès les années 60. Bon, après, selon les champs, ça commence plus ou moins. Bon, voilà, après, ça dépend des pays, etc. Parce que cette hypothèse sur les années 68 n'est pas une hypothèse strictement française, c'est une hypothèse dans le monde occidental. Bon. Donc, ça commence dans les années 60. Il y a un apogée qui est autour de, voilà, 68. Bon. Et puis, ça continue, justement. Donc, dans ce cadre-là, ma thèse même essaie de décliner dans le champ des usines cette hypothèse sur les années 68. Qu'est-ce que j'essaie de montrer? Que 68, donc, est une très grande grève. Bon, mais enfin, aujourd'hui, c'est une banalité de dire ça, mais vraiment, mais enfin, bon, quand je commence, voilà, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Alors, donc, quand on regarde dans les usines ce qui se passe, dans le détail, la catégorie mai 68 tombe. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de mai 68, ça n'a pas de sens de parler de mai 68, parce que la grève, elle commence au mois de mai, autour du 13 mai, mais elle dure pendant tout le mois de juin et parfois jusqu'au début du mois de juillet. Bon. Et puis ça se prolonge, précisément parce que la modalité de fin de grève en mai ou en juin 68 ne résout rien des contestations qui étaient à l'œuvre. En gros, pour dire les choses de manière très simple, les grèves de 68 aboutissent essentiellement à des augmentations de salaire. Parfois très importantes, hein, parce que quand un SMIC est augmenté d'un tiers, ça change la vie. Hein. Bon. Mais essentiellement, c'est ça. Le travail lui-même ne change pas. Bon. Or, mon hypothèse que je voulais essayer de montrer, après, ce que je l'ai démontré, ça, c'est pas à moi de le dire, mais ce que je voulais montrer, c'est l'idée que, en 68, ce qui nourrit fondamentalement les contestations, c'est la contestation du travail, l'organisation du travail. Bon. Parce que l'occupation est un moment où, quand on occupe, on discute du travail, on discute de tout ce qui ne va pas.
du travail, du système de salaire, des cadences, etc., etc. Et qu'il y a une immense aspiration à changer le travail. Et on se révolte contre ce travail. Et c'est ça que j'appelle insubordination. Une contestation de l'ordre usinier. Une contestation massive, protéiforme, multiple, de l'ordre usinier, et qui se prolonge pendant les années 70. Un point qui m'intéressait beaucoup, si vous voulez, c'est que j'ai essayé de montrer dans la thèse, c'est que il y a des grèves très massives, très radicales, dans un certain nombre de territoires peu industrialisés qui sont après 68. En Bretagne, en Alsace, dans l'ouest du pays, etc. Et justement, l'intérêt de regarder ces grèves des années 70, c'est de montrer comment on est dans une séquence ouverte par 68, mais une séquence décennale d'insubordination, de contestation. Voilà. Alors, le mot insubordination, je l'ai trouvé en fait au moment où il fallait publier la thèse. Parce qu'il fallait un titre un peu comme ça, parce que le titre de la thèse était austère, comme tout titre de thèse. Et donc, l'insubordination, ça m'est venu comme ça. Bon, ça va bien. En fait, maintenant que je m'intéresse à d'autres périodes, on retrouve ça dans plein d'autres périodes, en fait, cette insubordination. Voilà, donc ça, c'est la postérité d'un titre comme ça. Bon, on ne va pas y attacher plus d'importance que ça. Je pense que ce qui est plus intéressant, plus marquant, c'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est-à-dire qu'on est dans ces années 70, prolonge ce mouvement de contestation qui est né en 68. Et jusqu'en quelle année, mais jusqu'à quel moment, justement, je ne sais pas si on peut parler de matrice historique, mais du moins de moment 68, vous le borneriez jusqu'à quelle période où cette insubordination s'estompe? Est-ce qu'elle s'estompe déjà? Et si oui, quand est-ce qu'elle s'estompe? À cause de quoi? Est-ce que c'est le démantèlement qui est dû à la désindustrialisation massive que connaît le pays dans les années 70-80? Est-ce que c'est ça qui vient casser aussi ce cycle d'insubordination? Alors, ma thèse propose l'hypothèse que le conflit de la sidérurgie en 79 marque la fin de l'insubordination au plan national. C'est-à-dire que ce qui me frappe avec ce conflit de la sidérurgie, c'est qu'il y a quelque chose... Enfin, il y a la question de la crise, de la disparition des emplois, le démantèlement de toute une série d'appareils industriels, le ravage de certaines régions est posé. Parce qu'on est en 79 avec 20 000 suppressions d'emplois. Ce moment 79 coïncide avec le recentrage de la CFDT. Bon. Voilà. Et donc il y a quelque chose là au plan national qui me semble, enfin que je considère toujours comme opératoire. Bon. Après, j'en fais pas un point de butée, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Mon collègue et ami Nicolas Hatzfeld a montré, et il est convaincant, je trouve, que dans l'automobile, par exemple, l'insubordination va jusqu'en 84. Donc, selon les branches, on va trouver des chronologies qui sont différentes. Mais ce qui est, à mon sens, très net, très évident, c'est que entre la fin des années 70 et le début des années 80, il y a une rupture qui se marque. C'est-à-dire que la conflictualité diminue, la question du chômage devient absolument massive. On n'est plus dans une phase offensive où il s'agit de transformer le travail, d'obtenir de meilleurs salaires, etc. Ça va être, au contraire, une phase extrêmement défensive. On sauve ce qui peut l'être. Bon. Et donc, la séquence est évidente. Alors, elle se termine. Quand est-ce qu'elle se termine exactement? 79 ou 84 je ne vais absolument pas me battre là-dessus, parce que pour moi, ce n'est pas un enjeu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va passer d'une séquence à une autre. Et que ce basculement s'opère entre la fin des années 70 et le début des années 80. On passe d'une phase offensive qui veut changer la vie de l'usine et le fonctionnement du travail, l'organisation du travail, à une phase défensive de défense des acquis sociaux antérieurs. Quel rôle ont les structures encadrantes là-dedans? Parce que vous parlez de la CFDT, du recentrage de la CFDT.
est-ce que les organisations qui encadrent, que ce soit partis politiques, syndicats, ont un rôle déterminant dans cet écueil, enfin pas dans cet écueil, mais si on veut dans cette transformation stratégique par rapport au travail. Parce qu'on sait par exemple qu'en 68, la grève ne se généralise pas par le haut, c'est par la base qu'elle se diffuse. Donc on constate bien qu'il y a une certaine timidité des sommets, du moins syndicaux, ou des sommets des partis politiques. Dans cette période-là, est-ce que les structures syndicales et politiques ont une responsabilité là-dedans, dans le changement de paradigme dans la lutte? Vous me posez des questions compliquées. Alors, d'abord, sur 68, quand même, la CGT et la CFDT ont favorisé l'extension de la grève. Bon. Alors, mais sur basculement, c'est très compliqué parce que on est dans un mouvement qui les dépasse largement, qui est un retournement capitalistique mondial. Et là, les organisations syndicales et politiques, elles subissent ces évolutions-là. Ce qui me semble devoir être souligné, si on cherche à regarder ces évolutions. D'abord, elles ont du mal à le comprendre, mais comme tous les acteurs. Ensuite, c'est l'hypothèse d'une sociologue américaine, Miriam Golden, et je trouve que cette hypothèse est assez intéressante. Elle dit que, dans un bouquin, que les organisations syndicales, elles ont défendu leurs organisations, plus que les salariés. Et je pense que cette hypothèse est assez opératoire. C'est-à-dire que elles ont lutté, oui, elles accompagnent des mouvements, parfois de manière extrêmement importante, innovante, enfin bon, voilà. Mais ce qui m'avait frappé quand je faisais ma thèse, c'est que finalement, une mobilisation d'ampleur nationale, une espèce de mobilisation à l'échelle de ce qui était en train de se passer, n'est jamais proposée. Ce qu'on attend des organisations, enfin ce que les syndicats font, c'est ce que j'ai appelé l'étatisation des luttes, c'est-à-dire qu'ils disent il faut voter pour la gauche aux élections présidentielles qui arrivent, quoi. Bon. Et c'est ce qui se passe. Les ouvriers, à 70% en 80, votent pour Mitterrand. Bon. Voilà, et c'est Mitterrand. Et c'est la gauche au pouvoir. Donc la gauche au pouvoir est élue sur un programme de transformation sociale très radical quand même. Bon. Et puis, ils font la politique qu'on connaît. Donc voilà, alors, j'ai pas du tout envie de donner des leçons 30 ans après en disant il fallait faire ça, etc. C'est pas... Voilà, vraiment, j'essaie de me placer dans de regarder ce qui était possible. La CGT en particulier, qui était à ce moment-là dans un lien très, très fort avec le Parti communiste, accompagnait ce mouvement. C'est-à-dire on était dans la logique du programme commun de gouvernement dans les années 70, où il fallait construire une alternative politique qui allait avoir sa traduction dans les urnes, et c'est ainsi qu'on allait changer les choses. Il est sûr que dans cette bascule-là, et dans cette déception-là, les hommes au pouvoir en 81, 82, etc., me semblent avoir une certaine responsabilité. Mais ça m'amène à une question aussi que dans la société française 68-95, vous expliquez que le gouvernement socialiste, à un moment donné, monte les ouvriers ou utilise des rhétoriques pour monter les ouvriers français contre les ouvriers immigrés. Donc ça m'amène à la division au sein du monde ouvrier.
et à la répression. Alors répression, on peut entendre au sens patronal, policier, etc., mais aussi dans ces rhétoriques de division du monde ouvrier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à un moment donné, on a une floraison de discours notamment chez la gauche gouvernementale, qui vont amener à rompre une certaine unité d'intérêt en commun qu'il y a chez les ouvriers pour aller sur des questions de l'ordre de l'identité, de l'ordre de ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire que les travailleurs algériens sont algériens avant d'être des travailleurs, et de ce fait-là, on les divise et on fait une dichotomie qui n'existe que dans les discours gouvernementaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est-à-dire que dans ce livre, je me fais l'écho d'un certain nombre de travaux qui ont été faits par des collègues, dernièrement notamment Vincent Gay, dans sa thèse, puis dans le livre qui vient d'être publié. Et en effet, donc, à partir entre 83 et 84, à partir d'un certain nombre de grèves dans l'industrie automobile, en région parisienne, aux usines de Renault Flin et Talbot à Poissy, le gouvernement, spécialement Jean Auroux, qui est alors ministre du Travail, et Deffer, Mauroy un peu aussi, Premier ministre, construisent une opposition entre des ouvriers et des immigrés chiites. Ce qui est une manipulation grossière. Les musulmans en France sont sunnites. Mais quand on parle de chiites au début des années 80, ça fait penser à Iran, ça fait penser à terrorisme, etc. Bon. Donc, pour disqualifier des grèves ouvrières, le pouvoir socialiste invente, j'insiste, des menées musulmanes. Bon. Ce faisant, il contribue à construire une opposition qui existe toujours, mais il joue là-dessus entre des ouvriers nationaux et étrangers. Bon, voilà. Il vient légitimer des tensions qui peuvent exister entre les ouvriers nationaux et étrangers. Il vient stigmatiser, comme musulmans, des ouvriers qui font des grèves. Bon. Ça coïncide, chronologiquement, avec l'essor du Front National. 83. Bon, voilà. Ça coïncide. Une coïncidence, c'est pas une causalité. Mais enfin, évidemment, ce discours gouvernemental a contribué à légitimer, à sa manière, cette rhétorique xénophobe du Front National. Voilà. Et donc, concrètement, dans les usines, ça a fragilisé la grève, évidemment. Bon. Et on est dans un moment très compliqué dans l'automobile, retournement de la conjoncture, mais avec dans des usines, parce qu'il y avait ces usines qui sont en grève dans ces années 82-84, donc Citroën à Aulnay et Talbot à Poissy, c'était aussi des usines très très répressives, avec un patronat qui avait suscité des syndicats jaunes, etc. Donc, quand on produit ce type de discours dans ce moment-là, en tout cas, à minima, on ne défend pas les ouvriers en lutte. Voilà. Bon. Et ce faisant, par rapport à ce qu'était la tradition de la gauche, on s'inscrit complètement en contrepoint. C'est à tout le moins ce qu'on peut dire. On parlait des répressions dans les usines. Au moment dans les années 60, on a donc ce que vous expliquez sur la force mobilisatrice ouvrière et sur les contestations qui se multiplient et qui ont une certaine radicalité. Et face à ça, il y a une répression qui est à la
hauteur des contestations. 63, il y a ce qui se passe dans les mines. Puis 68, on a quand même des CRS à Sochaux, si ma mémoire est bonne. Le bras armé de l'État et donc en fait du capital pour casser la grève, ça a toujours été, on va dire dans la seconde moitié du XXe siècle français, où c'est vraiment dans les moments d'acmé, si on veut, d'apogée de la contestation, que là ça se durcit et qu'on fait intervenir, que ce soit l'armée, les forces de l'ordre ou même, là vous parlez des syndicats jaunes qui sont instrumentalisés par le patronat. Alors, l'armée n'intervient pas dans les années 60-70. Hein. Elle est intervenue dans les grèves de 48, mais l'armée n'intervient pas. Alors, sous-peser les modalités de répression, c'est compliqué, ça dépend, ça dépend quelles lunettes on prend. Si on raisonne sur le long terme, il y a répression, évidemment, c'est-à-dire que des CRS interviennent, enfin bon, des CRS, des gardes mobiles, etc. Il y a des affrontements, parfois très très violents, en 68, à Flins, à Sochaux. À Sochaux, il y a en effet 2 ouvriers qui trouvent la mort à la suite de l'intervention des forces de l'ordre, et puis il y a des dizaines de personnes qui sont très grièvement blessées. Et donc, c'est évidemment très important. À l'échelle historique, la répression est relativement limitée. C'est-à-dire qu'il y a, par rapport à la répression qui avait cours au XIXe siècle, on est dans des modalités de pacification très spectaculaires. Bon. Ce qui me semble plus intéressant aujourd'hui, mais là peut-être que c'est un peu différent, enfin, c'est aussi l'effet de travailler sur d'autres périodes, c'est-à-dire qu'il me semble plus intéressant de regarder la manière dont l'État désamorce la conflictualité, plutôt que la répression. C'est-à-dire que, parce que bon, oui, il y a de la répression, oui, on suscite des syndicats jaunes, c'est vrai, hein, je vais pas renier ma thèse, voilà, mais non, mais simplement, ce qui me semble pouvoir, là où je voudrais peut-être la compléter, je ne sais pas comment dire ça, mais oui, c'est ces procédures de désamorçage, c'est-à-dire que les tentatives d'essor de la négociation. Le projet, je le dis dans la thèse, mais j'en prends pas peut-être la mesure à ce moment-là, il y a l'idée de transformer le travail un peu. Bon. Une partie du patronat moderniste est partante là-dedans. Et donc, mais ça, je ne sais pas, moi, assez, c'est-à-dire que, parce que j'ai pas travaillé là-dessus, en fait, c'est dans quelle mesure concrètement, ça se donne ensuite dans les boîtes, ou pas. Mon hypothèse au moment de ma thèse, c'est que finalement, le travail n'est pas tellement transformé. Je ne connais pas des travaux postérieurs qui viendraient ou pas confirmer cette analyse, j'en sais rien. Mais c'est ça qui me semble intéressant de regarder, c'est-à-dire que qu'est-ce qui, au moment de cette offensive ouvrière, de contestation du travail, cette volonté de transformer le travail, ce à quoi ça aboutit ou pas. Voilà. Je continue de penser qu'il y a là un propos extrêmement émancipateur, pour lequel j'ai infiniment de sympathie d'ailleurs, enfin voilà, c'est parce que c'est comme ça, et qui n'a pas été entendu. Voilà. Je rajouterais un point dont j'ai pas assez conscience dans ma thèse, et là-dessus il y a des travaux qui sont arrivés ensuite qui ont bien montré ça, la question de la santé au travail. J'en parle un peu à propos de la grève de Peñarroya dans ma thèse, mais depuis il y a beaucoup d'autres travaux qui ont montré à quel point cette question de la santé au travail était essentielle
Il y a en particulier, enfin c'est les travaux de, bon, il y a Nicolas Hatzel que j'ai déjà cité, mais Renaud Bécaud, un collègue qui a fait une très belle thèse sur la question de l'environnement et comment ces luttes environnementales, enfin autour de l'articulation entre la santé et l'environnement, portent un certain nombre de conflits des années 70, ce qu'il appelle avec d'autres l'environnementalisme ouvrier. Ça c'est une question que je mesurais pas assez, enfin que je mesurais même pas dans ma thèse et qu'il faudrait, enfin dont il faut prendre la mesure. Et de ce point de vue-là, ces luttes des années 70, enfin ou de ces années 68, elles sont d'une actualité absolue. Donc l'articulation entre travail, conditions de travail et conditions environnementales, c'est des choses d'une modernité. Quand vous dites contestation pour changer le travail, on imagine un éventail assez large de choses qui peuvent être mises au centre des préoccupations et des revendications. Ça concerne ce que vous dites, la santé au travail, ça concerne les cadences de travail. Est-ce que ça concerne aussi la propriété des moyens de production? On se souvient des grèves autogestionnaires du côté de l'IP à Besançon. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est répandu ou est-ce que c'est assez marginal dans les revendications et dans les contestations ouvrières à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont plus présents que d'autres? Alors, les grèves autogestionnaires dont on parle, ce sont des grèves quasi systématiquement, en fait, dans des conjonctures où l'emploi est menacé. Et donc, on s'en prend à la propriété des moyens de production de manière assez limitée. C'est-à-dire qu'en fait, on met temporairement en fonctionnement l'usine, sans les patrons. Mais c'est dans l'idée de sauver le travail, de sauver les emplois, et en attendant des repreneurs. Même chez l'IP, Dieu sait si j'ai de la sympathie pour l'IP, de l'admiration pour cette lutte, l'admiration, on est dans l'idée de sauver les emplois en attendant un repreneur. Et la question de la propriété des moyens de production n'est pas posée en fait. C'est le mot d'ordre des années 70, enfin de ces luttes des années 68, c'est vraiment changer le travail dans sa matérialité, dans son... Voilà, c'est-à-dire, oui, les cadences, les chefs, la parcellisation du travail, mais c'est assez immense en réalité que cette question-là, parce que dans ce moment-là, il y a une aspiration à changer le travail. Et quand on change le travail, on change la vie. Voilà, ça c'est un historien du travail qui parle, mais le travail c'est le grand ordonnancement de la vie. Bon. Donc changer de travail c'est changer la vie, donc c'est une immense aspiration. Et pour le coup, j'imagine, mais je connais pas tout, très loin s'en faut, mais j'ai pas l'impression que la question de la propriété privée des moyens de production soit une question qui soit présente dans ces grèves-là.